Hep, j'existe, et tu te rappelles que tu as 2 enfants là. Le monde de l'artisanat est un monde très sympa, mais il y a aussi des méchants. Parce que si vous aimez le pognon à ce point-là, vous ne voulez pas faire une reconversion dans la menuiserie. Mais en fait, voilà, à mon avis, tout ce qu'il fait, ça sert pas à grand-chose, mais il veut faire genre, regardez, moi je fais genre, je maîtrise mon truc. Voilà. Donc c'est une conférence durant laquelle Arnaud va se moquer de moi, visiblement. Un peu, oui. J'ai l'impression que c'est un peu le kiff. Ouais, c'est... Généralement, quoi. Voilà. Ouais. Sauf que tout fonctionne. J'ai l'impression de le connaître parce que j'ai déjà vu sur sa chaîne et du coup lui il me connaît pas, mais moi j'ai l'impression que c'est mon super pote quoi. Ouais, voilà. Donc en fait pas du tout. En fait il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Oui. Ça enregistre. Ah merde. Je suis content de moi. Je te laisse démarrer ? Oui, je crois que ça. Parce que tu vas finir par être en retard. Ouais. Depuis tout à l'heure je t'attends moi. Hein. Pardon ? Je t'attends depuis tout à l'heure. C'est-à-dire ? Bah j'attends. Bon, parfait. Tu veux pas démarrer ? Bon, eh bien, démarrons. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que la salle est pleine. Il y a des gens dans le couloir. Le service d'ordre semble débordé. Yann, quand tu feras le montage, tu penseras à faire un plan de coupe avec le Stade de France ou un truc que c'est un peu de panache, quoi. Donc, on va faire une petite conférence sur la reconversion. Alors, dans les métiers du bois, mais c'est surtout la reconversion dans l'artisanat. Et bon, sachant qu'on n'a qu'1 heure, on va brosser un peu le tableau de manière générale, mais on ne va pas aller dans le détail, évidemment, des choses. L'important, c'est que quand vous ressortirez d'ici, vous ayez surtout les bonnes questions à vous poser. Je vais quand même apporter quelques réponses, mais je vais surtout vous poser des questions. Avant de commencer, je tiens à remercier Yann, parce que tout le matos qui est là, il le prête. Il est bénévole, il prépare ça pendant longtemps, il arrive, il est là 5 jours, et après, quand il fait encore les montages vidéo, c'est encore un boulot de fou. Donc, un grand merci, et vous avez même le droit de l'applaudir. Il entendra, je pense qu'il sera content. Bon, par contre, au montage, tu mettras des applaudissements plus forts. Donc, nous allons parler reconversion, création d'entreprise, gestion d'entreprise, et puis aussi un peu des aléas, parce que les aléas, ça arrive à tout le monde tout le temps. Et puis à chaque fois, on se dit « Oh là là, si j'avais su, j'aurais fait autrement. » Et puis la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Sauf que la prochaine fois, ce sera un autre aléa, donc vous ferez avoir sur un autre truc. Donc là, je vais vous en donner quelques-uns qui vous donneront un petit ordre d'idée. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Arnaud Amiot. Je suis artisan, électricien, menuisier et plombier, surtout électricien. Je fais très peu de menuiserie parce que ça ne m'intéresse pas, puis ça ne paye pas assez, puis c'est dangereux. Un peu de plomberie, mais bon, je suis quand même invité par l'équipe pour parler un peu menuiserie. Mais donc, voilà. Et avant, je suis un peu prof aussi dans un lycée, des BTS. Et donc, avant, je travaillais dans une centrale nucléaire, j'étais ingénieur. Et ma belle centrale a été fermée il y a quelques années. Donc, j'ai commencé à préparer ce projet de reconversion. Ça m'a pris 4 ans. J'ai passé 4 CAP en candidat libre et j'ai commencé pour de bon l'année dernière, en début d'année. Voilà. Alors, sans plus tarder, première question, pourquoi se reconvertir ? Donc le type, là, il a l'air pas très heureux dans son boulot. Et donc, des bonnes raisons de se reconvertir, il y en a plein. Ça peut être parce que vous supportez plus votre chef, il y a plein de gens comme ça. Ça peut être parce que vous vous êtes retrouvé au chômage, ou parce que vous êtes prof et que l'institution qui vous emploie vous a broyé. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Parce que vous avez le sentiment de perdre la santé au travail ou votre âme. Il y a beaucoup de bonnes raisons. Alors, je vais tout de suite faire de la pub pour l'air du bois. Qui connaît l'air du bois ? C'est bien. Qui ne connaît pas l'air du bois ? C'est pas bien. Donc, ce soir ou cet après-midi, c'est un site web qui s'appelle L'Air du Bois. C'est un site de passionnés du bois. Il y a des pros, des amateurs, il y a de tout. Les gens montrent leur création. Il y a un forum de questions. Les gens peuvent publier des plans, des articles un peu plus longs, etc. Et donc, comme il y a beaucoup de passionnés et de reconvertis sur l'Air du Bois, j'ai posé la question, pourquoi vous vous êtes reconvertis ? Il y a toutes les réponses possibles. Tout ce que je viens de citer là, c'est beaucoup, et la plupart des gens, c'est des gens qui voulaient quitter le monde dans lequel ils étaient, qui ne leur plaisait pas, et qui sont allés dans l'artisanat et dans le bois.
Il y a aussi quelques personnes qui ont vu de la lumière, qui se sont dit la bonne odeur du bois, ça m'attire, et donc qui sont allés là-dedans. Dans les bonnes raisons, il y a aussi le Covid qui a remis les idées en place de beaucoup de gens en 2020, quand il y a eu le confinement. Et donc, des gens qui se sont dit faut que j'arrête de perdre ma vie à faire ce que je fais, et puis je vais aller faire quelque chose qui me plaît. Alors, des bonnes raisons de se reconvertir, il y en a plein. Pourquoi je commence par cette question? Parce que ce n'est pas juste une question pour commencer une conférence, c'est une question importante. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez vous reconvertir. Que ce ne soit pas un hasard et que vous soyez clair avec vous-même et avec votre entourage. Un projet de reconversion n'est pas un projet personnel, c'est un projet de couple quand vous êtes en couple, c'est un projet de famille quand vous avez une famille. Et donc, être clair avec vous-même sur pourquoi je veux me reconvertir et clair avec votre entourage, c'est quelque chose, c'est la première des questions, à mon avis, à se poser. La deuxième question, c'est pourquoi ne pas se reconvertir. Vous voyez, la dame, là, elle a l'air très heureuse et elle ne s'est pas reconvertie. Donc, des bonnes raisons de ne pas se reconvertir, il y en a aussi, et elles sont tout aussi importantes. Alors là, je vais vous raconter mon histoire personnelle, pourquoi je ne me suis pas reconverti quand j'avais une trentaine d'années, que je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur et que dans mon patelin, il y avait un menuisier qui faisait des superbes armoires en noyer, il les restaurait, il les revendait. Et je me disais, mais c'est génial, il passe ses journées dans son atelier, l'odeur du bois, le rabot, les queues d'aronde, tout ça, tout ça. Et alors que moi, je travaillais dans une centrale nucléaire qui, pour les gens qui ne connaissent pas, une centrale nucléaire, c'est un peu une prison. On entre, il y a des tourniquets, des machins, des badges, voilà. Si vous êtes dans votre bureau et que vous vous dites, tiens, je vais me faire une pause, je vais aller m'acheter un pain au chocolat ou une chocolatine, on doit dire chocolatine à chaque conférence, sinon on se fait engueuler par Oreo. Donc voilà, pour aller s'acheter une chocolatine quand on est dans son bureau, il faut sortir du bureau, aller sur le parking, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Après, on est sur un parking, il faut prendre sa voiture, aller dans le patelin le plus proche. Enfin voilà. Le petit menuisier du coin qui est dans son atelier, c'est de la liberté, c'est le rêve, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Puis après, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, mais pour gagner ce que je gagne, il faut en vendre combien tous les mois des armoires en noyer? Donc j'ai calculé un peu rapidement, ça faisait à peu près 2, 2,5, 3 par semaine à vendre, donc à restaurer, donc à trouver. Donc déjà, comment il fait le gars pour en trouver 2 ou 3 par semaine? Est-ce qu'il passe ses dimanches dans les brocantes? Je ne sais pas. Restaurer 2 ou 3 armoires par semaine, c'est un sacré rythme. Et après, il faut encore les vendre. À qui je les vends? Comment? Quelle filière? Voilà. Donc assez rapidement, je me suis dit, si je veux continuer à avoir la vie que j'ai et les ressources financières que j'ai, vaut mieux que je fasse ce que je sais faire et faire de la menuiserie en tant que loisir. L'autre truc, c'était que j'ai eu l'occasion, et ça je vous conseille de le faire si ce n'est pas déjà fait, de prendre une semaine de vacances et de faire de la menuiserie à haute dose. C'est mes beaux-parents qui m'avaient commandé un paravent. Voilà. Donc j'ai mis à peu près une semaine à le faire, ce qui est beaucoup pour un paravent, mais enfin voilà. Pendant une semaine, je bossais 8-10 heures dans mon garage, et puis je revenais, je me mettais les pieds sous la table, etc., etc. Bon, et à la fin, c'était fini, j'étais content. Je me disais quand même, je ne ferais pas ça tous les jours, quoi, parce que le rythme, il faut suivre. Donc, faites-le si vous en êtes là. Passez une semaine dans votre atelier à travailler 10 ou 12 heures par jour, à faire siffler le rabot et faire vos queues d'aronde. Et puis, voyez ce que ça donne à la fin. Est-ce que vous êtes content de vous et que vous dites « mais c'est vraiment génial, je veux passer de 10 à 15 heures par jour ». Voyez aussi ce que ça donne dans votre entourage. Si vous avez par exemple un conjoint ou une conjointe qui vous dit « Hep, j'existe » et tu te rappelles que tu as 2 enfants là, voilà. Donc voyez un peu ce qui se passe et voyez si c'est un boulot pour vous. Je ne dis pas ça évidemment pour vous refroidir, mais en tout cas, je dis ça parce que des bonnes raisons de se reconvertir, il y en a plein, et des bonnes raisons de ne pas se reconvertir, il y en a aussi. Il ne faut pas les négliger, parce que si vous vous lancez dans une reconversion et que 6 mois après, il y a votre conjoint qui vous rappelle qu'il existe et que vous avez 2 enfants de 3 et 6 ans, et que la vie, c'est pas ça, et que c'est pas pour ça que tout le monde a signé, vous risquez de devoir revoir un peu votre copie. Voilà, alors on va parler du projet maintenant. Parce qu'évidemment, quand on débute un projet de reconversion, surtout dans les métiers du bois,
on s'imagine dans son atelier à faire des jolis copeaux avec un beau rabot et faire des queues d'aronde et tout ça, l'odeur du bois, j'en ai parlé, voilà. En réalité, donc ça existe, mais il y a aussi d'autres choses qu'on va voir petit à petit. Alors, il faut quand même chercher des clients aussi. Il faut faire des devis. Il faut aller chez des fournisseurs, gérer les commandes, faire de la promotion, parce que si vous faites vos queues d'aronde dans votre coin, mais que vous ne vendez pas ce que vous avez fait, bah, ça ne sert à rien. Déclarer sa TVA, les cotisations URSSAF, établir les factures, faire sa comptabilité, gérer les prestataires, gérer les emmerdeurs, enfin bref. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas des queues d'aronde. Pour autant, vous allez quand même les faire. Simplement, entre toute la partie en dehors de l'atelier et la partie dans l'atelier, donc là sur l'image, hein, j'ai séparé en deux parties égales. Je ne pourrais pas dire, dans mon cas, combien de temps je passe sur l'un et sur l'autre, mais si je dis 50-50, c'est à peu près ce qui se passe pour moi en tout cas. Je pense que je passe plus de temps sur mon bureau que sur mes chantiers même. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas à négliger non plus. Il n'y a pas que le faire du rabot qui chante, il y a aussi tout ce qui est administratif et tout ce qu'il y a d'autre à faire. La construction du projet. Donc, comment ça se construit un projet? Je vais vous donner quelques pistes. Il y en a beaucoup d'autres, mais là, vu le temps, on ne va pas aller trop dans le détail. Quand vous allez vous renseigner, tout le monde vous parle d'études de marché, tout le monde vous dit faites une étude de marché, faites une étude de marché. Alors moi, je trouvais ça très malin, mais je ne sais pas comment on fait une étude de marché. Donc un beau jour, j'ai demandé à quelqu'un, bah oui, ok, mais je fais comment? Je ne vais pas payer un cabinet de je ne sais quoi parisien à faire une étude de marché pour savoir qui autour de moi, je suis électricien, veut refaire son tableau électrique et combien sont prêts à payer combien pour leur tableau électrique. Donc finalement, l'étude de marché, alors on m'a dit si tu peux aller sur un site web qui te dit combien il y a d'électriciens dans ta région. Ok, donc dans le Haut-Rhin, il y a 682 électriciens, je suis content, mais ça ne me dit pas plus si je vais avoir du boulot ou pas. Donc le truc à faire, selon moi, c'est d'aller voir vos concurrents, qui seront vos confrères, et puis vous discutez avec eux. Donc ce que j'ai fait dès que j'ai commencé, j'ai appelé tous les concurrents du coin, je me suis présenté, et puis j'ai été super bien accueilli. Donc ils m'ont tous dit super, tu vas être électricien, c'est génial. Il y en a un qui m'a donné des conseils. Voilà, j'y allais avec des pincettes parce que je me disais je viens marcher sur leur plate-bande, pas du tout. En fait, voilà, les gens ils sont accueillants. Et puis imaginez-vous que vous êtes menuisier installé depuis 10 ans et qu'il y a quelqu'un qui vous appelle ou qui débarque en vous disant tiens, je voudrais être menuisier. Vous n'allez pas l'envoyer bouler, vous lui dites super, viens, je vais t'expliquer. Voilà. Donc c'est pareil dans l'autre sens. Du coup, l'étude de marché, je ne sais pas comment faire, mais allez voir vos concurrents, les gens du coin, posez-leur des questions. Dans mon cas, ils m'ont tous dit du boulot, il y en a par-dessus la tête, donc pas de souci. Si on vous dit non, les gens ils veulent pas, etc. Je gagne pas ma vie, je vais bientôt arrêter. Ça vous donne des infos quand même qui peuvent être assez intéressantes. Voilà, beaucoup de choses à voir. Donc assez rapidement, est-ce que vous avez de l'argent? L'argent, c'est important d'en avoir et c'est important d'en générer. On va parler un peu d'études prévisionnelles. L'étude prévisionnelle, c'est combien je vais gagner dans mon affaire. Est-ce qu'elle va tourner? Donc, on prend un grand tableau Excel, on met plein de chiffres dedans et on regarde ce qui se passe avec des hypothèses. Je suppose que je vais faire tant de chiffres d'affaires, je suppose que ça va me coûter tant, etc. Ça, on verra comment se faire aider pour ça. Il existe, vous verrez sur Internet, des business models, des business canvas, des business plans, des pitchs, des business, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est bien. Il ne faut pas en abuser, mais ça a l'avantage quand même de lister ce qui est important. Donc du coup, vous en prenez un, deux maximum. Ce n'est pas la peine de le remplir complètement. Une fois que vous l'aurez rempli à moitié, vous saurez où vous allez et il y a des trucs que vous aviez oubliés qui vont vous être rappelés par ces modèles machin. Donc, dès qu'il y a un acronyme anglo-saxon, ça fait bien. Le but, c'est quand même de regarder ce qu'il y a dedans et de rien oublier dans votre projet. La promotion, la communication, ça c'est quelque chose d'important parce que si vous faites des beaux meubles et qu'ils restent dans votre atelier, ça ne sert à rien, à part vous faire plaisir, mais il faut qu'à la fin, ça vous rapporte des sous. Donc, il faut que vous soyez connu. Donc, il faut évidemment faire de la promotion sur ce que vous faites et communiquer pas mal.
Là-dessus, il n'y a pas de règle. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est n'écoutez pas les conseils. Moi, on m'a dit, les flyers, ça marche pas. Il faut aller sur Internet, sur Google machin truc, et sur avoir sa chaîne YouTube et Facebook. Bon, je suis sur rien du tout. Et le seul truc qui marche pour moi, c'est les flyers. Quand je manque de boulot, j'en distribue dans les boîtes aux lettres et j'ai des appels. Et puis quand je travaille, ben, j'ai pas le temps de distribuer, donc j'ai une autorégulation là-dessus. Et donc voilà, il n'y a que ça qui marche pour ce que j'en ai fait. Il faut dire que ça concerne de l'électricité, de la rénovation, des personnes plutôt âgées dans ma clientèle, donc ça marche bien pour moi. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, tester. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que sans communication, ben, vous ne travaillez pas, quoi. Le besoin de formation et des diplômes. Alors, faut-il un diplôme pour être menuisier? Donc, petit rappel, si vous fabriquez une table et que vous la vendez, vous n'avez pas besoin de diplôme. Si vous fabriquez un meuble de cuisine et que vous l'installez en faisant un trou dans un mur et en mettant une cheville, il vous faut un diplôme. Vous êtes dans le cas des métiers réglementés. Donc, il faudra au moins un CAP, agenceur ou quelque chose comme ça. Et pour avoir le diplôme, le plus simple, c'est ce que j'ai fait, vous le passez en candidat libre, donc vous vous inscrivez, c'est gratuit. Un beau jour, on vous convoque, vous passez 3-4 jours avec des profs dans un atelier, vous faites ce qu'ils vous demandent, le sujet, et vous avez votre CAP. Ça, c'est si vous maîtrisez le geste. Si vous n'avez jamais touché un tournevis de votre vie, il va falloir apprendre. Donc dans ce cas-là, ben, passez par un organisme de formation. Il y a le Greta, l'AFPA dans les très connus, la Croisée Découverte, il y a plein de choses. Mais donc, voilà, si vous maîtrisez le geste, passez un CAP en candidat libre, vous êtes sûr de l'avoir. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas le geste, il va falloir trouver moyen d'apprendre. Ensuite, on va parler de, moi je prends ça comme ça, facteur de risque, facteur de réussite. Pourquoi? Parce que il y a des difficultés et il faut toutes les surmonter pour arriver au bout. Est-ce que vous connaissez le milieu de l'artisanat? Oui ou non? Si oui, ça vous aide. Sinon, vous allez le découvrir. Est-ce que vous connaissez le marché? On a parlé d'études de marché. Pareil, si vous connaissez bien parce que vous étiez dans une boîte de menuiserie salariée et que c'était votre boulot, ça va beaucoup vous aider. Sinon, ça va être une difficulté à surmonter. Est-ce que vous avez la capacité à vendre, à trouver des clients? Ou est-ce que vous êtes hyper timide et que vous n'osez pas aller voir les gens? Ça peut être une difficulté, ça peut être un point d'appui. Est-ce que vous avez des compétences en gestion et en comptabilité? Est-ce que vous aimez les chiffres ou est-ce que ça vous donne des boutons? Donc là, c'est pareil. Tout ce qui est, comment dire, point d'appui peut vous aider. Si c'est compliqué, il faut vous faire aider. L'expérience, est-ce que vous avez déjà fabriqué 10 000 meubles, etc. Ou est-ce que vous découvrez, mais que vous vous dites, ouais, mais j'ai vu des tutos, donc c'est bon, ça va passer. C'est pas la même chose. L'atelier, l'outillage, vous êtes bien équipé ou vous avez tout à acheter? Est-ce que vous avez des sous? Les sous, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement? Est-ce que vous avez besoin de sous vraiment pour vivre? Parce que si votre activité ne marche pas, vous êtes à la rue. Ou est-ce que, grosso modo, vu ce que gagne votre conjoint et que vous êtes déjà propriétaire de votre logement, c'est pas si grave, vous pouvez... voilà. Ça, c'est bien des questions à se poser. L'aise avec la solitude. Je fais rapidement, mais voilà, c'est plus des questions, comme je disais. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la solitude? Alors, pourquoi je parle de ça? Ça, c'est une amie qui m'a dit, quand je lui ai dit que je voulais être artisan, elle m'a dit, mais tu vas être seul, quoi. Alors, j'ai dit, non, je verrai des clients, tout ça, les chantiers. Elle me dit, oui, mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que quand tu prends des décisions, ou aujourd'hui, quand tu as un souci dans ta centrale, vous faites une réunion avec les gens qui vont bien, vous réfléchissez ensemble, il y a quelqu'un qui décide, et puis après, vous traitez le problème. Quand on est artisan, on est seul. Donc votre conjoint peut vous dire, ouais, t'as qu'à faire comme si, ok, mais vous êtes quand même seul à prendre la décision. Votre copain qui fait le même métier que vous peut vous dire, moi, j'ai fait comme ça a super bien marché. Mais à la fin, si vous le faites et que ça marche pas, il vous dira, tiens, c'est bizarre, moi ça avait super bien marché. Oui, mais vous êtes quand même seul à prendre votre décision. Et cette solitude, cet ami qui me parlait de ça, ça lui pesait énormément. Alors que moi, je le recherchais. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte.
Et le conjoint et la famille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet de reconversion, c'est un projet de couple si on est en couple, de famille si on est en famille. Ce n'est pas un projet personnel. Si c'est votre projet tout seul, ça ne va pas le faire. Et le rôle du conjoint, si votre conjoint il passe son temps à vous dire dis donc, ça ne marchera jamais ton truc, ou s'il est en soutien, s'il est support, ça change tout, quoi. Si vous passez votre temps à essayer de le convaincre que vous avez raison, vous n'êtes pas parti dans la bonne direction. Donc voilà, le conjoint, la famille, l'environnement proche, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, dans cette liste, il y a encore beaucoup d'autres choses. Vous verrez tout sur Internet. Toutes ces questions-là, évidemment, il faut vous les poser et faire le tri. Et voir ça comme des facteurs de risque ou de réussite. Des projets de reconversion qui fonctionnent, il y en a plein. Donc voilà, c'est possible. Mais dans le tri que vous allez faire, si tous les feux sont ouverts, très bien. Si vous devez découvrir tout ça et si chacun de ces points et tous les autres est un combat, faut vous faire aider. Si vous avez du mal avec les chiffres, autant prendre un expert comptable. Si vous adorez les chiffres et adorez faire vos comptes, etc., il n'y en a pas besoin. Vous voyez. Donc voilà. Vous trouverez sur Internet beaucoup de choses comme ça. Là, j'ai mis les principales. Et donc, toutes ces questions-là à se poser, à faire le tri, quoi. On va parler des statuts juridiques. Ça fait partie des grandes questions. Quel statut juridique je choisis? Alors, c'est hyper complexe. C'est hyper, pas compliqué, mais complexe. Il y en a de partout. Il y a plein d'options, plein de formules, etc. Moi, je divise en 3 familles. La famille des entreprises individuelles, c'est là-dedans qu'il y a les micro-entreprises, ce qu'on appelait avant auto-entrepreneurs, etc. La famille des sociétés à responsabilité, donc pour nous, ça s'appelle EURL ou des choses comme ça. Donc SARL, tout le monde connaît. Et la famille des sociétés par action simplifiée, les SAS. Et dans toutes, pourquoi je dis famille, il y a plein d'options possibles. Voilà. On va commencer par la famille des entreprises individuelles. Donc, question, qui est le patron? C'est moi, parce qu'une entreprise individuelle, c'est comme son nom l'indique, c'est une entreprise. Donc une entreprise, si j'entreprends par exemple d'ouvrir cette bouteille, c'est une entreprise. Voilà. Et si j'entreprends d'en fabriquer, c'est une entreprise. Et si j'entreprends de les vendre, c'est une entreprise. Donc une entreprise, ça consiste à entreprendre quelque chose. Et une entreprise individuelle, c'est un individu qui entreprend quelque chose. Je fabrique mes bouteilles, je les vends, je récupère de l'argent, c'est mon argent. Qui c'est le patron? C'est moi qui entreprends. Qui a l'argent? C'est moi, c'est mon argent. Donc je paye pour acheter de la matière première avec mon argent, je vends, ça me rapporte de l'argent. Avec cet argent, je fais ce que je veux. Donc si je veux partir aux Bahamas, m'acheter des cigarettes ou de la bière, je fais ce que je veux. Le régime fiscal des entreprises individuelles est basé sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, pour rappel, c'est le chiffre des ventes, c'est les recettes. Donc l'administration fiscale fait des abattements sur l'argent qu'on a gagné, et puis on va payer des impôts là-dessus. Voilà. Le régime social, c'est comment on paye des cotisations sociales pour sa retraite, pour le système de santé. Donc là, c'est pareil, c'est basé sur le chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce qu'on s'assujettit à la TVA ou pas? Quand on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, on n'est pas obligé. Moi, je l'ai fait parce que ça m'intéressait. Bon, voilà, chacun son truc. Et puis, est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile d'ouvrir une entreprise individuelle. Ça se fait en 1 heure sur son écran d'ordinateur. Et quelques jours après, c'est fait. C'est gratuit. Voilà. Donc, la facilité et le coût pour une entreprise individuelle, c'est simple et c'est gratuit. Et puis, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vous recevez le sésame. Tintin. Je vais vous le montrer là. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors ça s'appelle notification discrétionnaire, création d'une entité taxable, dénomination de l'ancienne, date de création, sirène, sirette, TVA, blablabla, motif d'émission et montant à payer 115 €. J'ai failli payer. Mais je me suis dit, notification discrétionnaire, ça veut dire quoi? Discrétionnaire. Si vous allez voir votre chef, vous lui demandez une augmentation, à la discrétion du chef, peut-être qu'il va accepter. Discrétionnaire, ça veut dire à la discrétion de.
Alors, en quoi une notification peut-elle être discrétionnaire? C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, j'ai tapé notification discrétionnaire sur mon moteur de recherche et attention, arnaque ne pas payer. Et effectivement, alors ce n'est pas une arnaque, c'est une offre promotionnelle et c'est écrit ici en bleu ciel sur bleu encore plus clair que voilà, c'est un service qui vous sert à vous inscrire sur le registre des sociétés européennes, qui est un registre qui ne sert absolument à rien, et puis on vous demande 100 € pour ça. C'est une boîte privée qui envoie ça dès que quelqu'un ouvre sa boîte. Il y en a plein. Donc j'ai dit avant, ouvrir une entreprise individuelle, c'est gratuit. Donc gratuit, ça veut dire 0 €, ça ne veut pas dire 115. Voilà. Donc ça rappelle que le monde de l'artisanat est un monde très sympa, mais il y a aussi des méchants. Il n'y a pas que des gens gentils. Voilà. Et donc, un copain de l'Air du Bois m'a dit, quand j'ai raconté cette histoire, il m'a dit, de toute façon, c'est extrêmement simple. Tout ce que tu reçois par la poste, tu jettes sans ouvrir. Et effectivement, depuis 1 an et demi que j'exerce mon métier, il n'y a jamais eu, il y a eu une fois un document, un courrier des impôts, mais j'avais eu en même temps une notification par mail. Donc, si je n'avais pas ouvert le courrier, ça aurait bien été. Voilà. Donc ensuite, les EI, c'est simple, c'est facile, c'est pas cher et ça marche. Ça a des inconvénients aussi. Le fait de payer ses impôts et ses cotisations sociales sur la base du chiffre d'affaires peut être problématique. Après, dans les autres familles, la famille des sociétés, alors là, je vais vous montrer comment on ouvre une société, c'est-à-dire comment on ouvre une boîte. Donc regardez là ou là, j'ouvre une boîte. Et la première chose à faire quand on ouvre une boîte, c'est de mettre des sous dedans. Donc, les sous que je mets dans la boîte, c'est un capital. Et comme c'est le capital d'une société, on l'appelle capital social. Ce capital social n'est plus à moi. C'était mon argent, il sortait de ma poche, vous êtes témoin. Mais maintenant, c'est l'argent de la boîte. Dans une entreprise individuelle, c'est tout le temps mon argent. J'en fais ce que je veux. Il faut quand même tenir les comptes, mais je fais ce que je veux. Là, je fais plus ce que je veux. Je ne vais pas pouvoir me rémunérer avec cet argent. Mais je peux, par exemple, quand même en utiliser une partie pour acheter du matériel. Je peux en prendre une partie pour acheter un véhicule. Alors moi, j'ai pris un camion de pompier parce que j'avais que ça, mais vous prenez plutôt une camionnette. Voilà. Et donc, alors il y a des gens qui disent le capital social, attention, on n'a pas le droit d'y toucher, c'est sacré. Voilà. En fait, si, enfin, c'est sacré. Déjà, c'est pas sacré. Sacré, c'est du vocabulaire de religieux. Donc, il n'y a rien de sacré là-dedans. Le capital social, on l'a employé, c'est une ressource qu'on a employée pour acheter des choses qui sont toujours dans l'entreprise. Donc là, le capital, il était sous forme d'argent au début, maintenant, il est sous forme de machines, de véhicules, etc. Il est toujours dans l'entreprise. Si par contre, je me payais avec le capital, là, l'argent, il est perdu vers moi, donc il ne serait plus dans l'entreprise. On va pouvoir aussi acheter des matières premières. Donc, hop, je rentre des matières premières, je fais tourner ma machine et je ressors un produit. Ce produit, je le vends et ça me permet de racheter, voilà, je peux reprendre une partie de l'argent pour acheter des matières premières avec lequel je fais tourner ma machine. Je fabrique un autre produit que je revends, ce qui me permet d'obtenir des nouvelles ressources, qui me permettent d'acheter des nouvelles matières premières, avec lesquelles j'achète les matières premières, je fais des nouveaux produits, je fabrique, vous voyez, je suis très un objet technique que je peux revendre, et avec cet argent, on peut faire quoi d'autre? Comment? Se payer. Monsieur n'a pas perdu le nord. Ce serait bien qu'on se prenne une rémunération un jour, qu'on ne fasse pas tout ça pour rien. Donc ce serait bien qu'on se prenne une rémunération. Néanmoins, avant de se rémunérer, il y a quand même d'autres choses à payer. Donc il y a des impôts à payer, il y a des cotisations sociales à payer, il y a une assurance à payer, il y a des fournisseurs, la camionnette, là, il faut que je l'entretienne.
Donc, la rémunération, mais il y en a une, hein, vous inquiétez pas, je vais la trouver peut-être dans le stock de bois, non? Dans les produits finis, dans la paperasse. Alors, dans une boîte, il y a beaucoup de paperasse, hein, mais voilà, beaucoup. Mais il y a de la rémunération, vous inquiétez pas. Hein. Attendez, là. Ah, j'ai trouvé la rémunération. C'est bon, je vous l'avais dit, je vous avais pas menti. Donc, alors, dans les bonnes raisons de se reconvertir et de ne pas se reconvertir, si la bonne raison c'était de gagner beaucoup d'argent, reconvertissez-vous plutôt, faites un CAP, je sais pas, banquier, assureur, mais la menuiserie, c'est quand même pas ce qui paye le plus. Hein. Ça, je pense que vous êtes tous au courant. Néanmoins, il y a quand même une rémunération. Donc, si la boîte tourne bien, il y en a de plus en plus et ça vous permet quand même d'en vivre. Il y a beaucoup, je montre un peu les aspects négatifs et les difficultés, mais il y a beaucoup de reconversions réussies. Tous ceux qui, sur l'aire du bois, ont fait une reconversion réussie disent quand même qu'ils ont divisé leur salaire, leur revenu par 2 ou 3, mais qu'ils sont très heureux. Ils vivent autrement, ce n'est pas la même chose. Voilà. Si vous voulez gagner autant d'argent qu'en étant ingénieur, pilote de ligne ou banquier, ça va être plus compliqué. Dans une SARL ou une URL ou dans la famille des sociétés, qui est le patron? On voit que la société, elle a un peu sa vie propre, elle a son argent, etc. Mais il y a quand même quelqu'un qui gère et c'est vous. Vous êtes gestionnaire. Qui a l'argent? La société a l'argent et de temps en temps, vous prenez une rémunération. Votre statut, TNS, vous entendrez ce terme, travailleur non salarié. Vous n'avez pas de salaire, mais vous prenez une rémunération. Le régime fiscal n'est pas basé sur le chiffre d'affaires. Il est basé sur le résultat. Le résultat, c'est le bénéfice. Donc, chaque fois que j'ai de l'argent qui rentre, c'est très bien. Chaque fois que j'en ai qui sort, je le déduis de ce qui est rentré. Et tout à la fin, il reste le résultat. C'est là-dessus qu'on va payer des impôts. Pareil pour le régime social. Alors, la grosse différence, du coup, par rapport aux impôts, imaginez un magasin de chaussures de luxe avec des chaussures très chères qui sont vendues pas souvent et sur lesquelles on fait une grosse marge. Donc, il n'y a pas un chiffre d'affaires qui est forcément énorme, mais il y a une grosse marge, ça permet de se payer. Imaginez l'excès inverse, c'est la grande distribution, où vous avez des marges qui sont ridiculeusement faibles, mais des volumes énormes, donc un chiffre d'affaires énorme. Vous pensez bien que dans les deux cas, bon, ce ne serait pas faisable en entreprise individuelle, mais si vous avez un chiffre d'affaires qui est énorme et des marges très faibles, l'entreprise individuelle, elle ne va pas être très intéressante parce que vous allez payer beaucoup d'impôts. Donc ça fait partie des critères de choix et des tableaux prévisionnels qu'il faut étudier. Voilà. On verra après quel statut choisir quand même. L'assujettissement à la TVA, donc c'est pareil. En général, on est assujetti quand on est en société. Est-ce que c'est facile? Moins. C'est bien d'avoir un expert comptable. On peut s'en passer, mais franchement, si vous ne parlez pas le comptable première langue, vous risquez d'avoir beaucoup de mal. Et donc, combien ça coûte? Il y a quand même des frais. Une caractéristique de l'entreprise individuelle, que j'ai oublié de dire, mais que vous voyez partout sur Internet, c'est que vous payez les impôts et les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc, vous émettez une facture aujourd'hui, on vous paye dans 3 mois, et vous payerez quand vous aurez l'argent. Et si pendant 1 mois, vous ne travaillez pas parce que vous êtes malade, en vacances ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de frais à sortir. Dans les sociétés, on paye des cotisations toute l'année, même s'il n'y a rien qui rentre. La troisième famille de sociétés, ça ressemble, c'est les sociétés par action simplifiée. Donc là, c'est un peu une SA, mais SA simplifiée. Voilà, c'est pareil que l'autre, à quelques détails près. La grosse différence, c'est le statut du patron. Donc là, vous étiez gérant, et là, vous êtes président. Il paraît, j'ai entendu dire que des gens avaient choisi ça pour avoir le titre de président. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, la grosse différence, la vraie différence, c'est que lui, il est TNS, travailleur non salarié, et lui, il est salarié, avec tous les avantages que procure le fait d'être salarié. L'inconvénient, enfin la difficulté, la caractéristique, c'est que si vous êtes salarié, il faut vous faire tous les mois une fiche de paye, payer des cotisations sociales du salarié, payer des cotisations patronales, etc. Ça coûte très cher. Pour que ça marche, une SAS,
Ça marche bien, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre. Il faut en avoir beaucoup des chantiers, des ventes, pour pouvoir assumer tous les frais de fonctionnement de toute cette affaire. Voilà. Alors, comment choisir? Évidemment, alors aussi, je n'ai pas parlé de la facilité. Pour une SAS, c'est beaucoup plus difficile. Il faut se faire inscrire au greffe par un expert comptable, obligatoire. L'expert comptable, il coûte de l'argent. Donc ça, c'est un coût à prendre en compte. Alors, petit aparté, faut-il prendre un expert comptable? On reviendra après sur les... Voilà. Parce que je suis allé en voir un, une fois, qui a étudié... Alors, le premier rendez-vous, il est gratuit. Hein, puis après, si on contractualise, après, ça devient payant. Je suis allé voir un expert comptable qui, sans surprise, m'a conseillé une SAS. Je n'ai pas suivi son conseil. Mais pourquoi une SAS? Parce qu'il y avait des arguments qui étaient bons. Et, toute chose égale par ailleurs, les experts comptables ont un inconvénient majeur. Ce sont des humains qui se nourrissent 3 fois par jour. Et donc, il faut les payer. Et si vous vendez une SAS, ils gagnent plus d'argent que si vous faites une EI. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre leurs conseils et ça? Je n'en sais rien. Je pense que ce n'est pas neutre. Mais en tout cas, et puis je pense qu'ils sont quand même sérieux, mais en tout cas, voilà. Les experts comptables sont des humains, il faut que leur boîte, elle tourne aussi. Je vais quand même les sauver. Alors, je vais vous raconter une histoire fausse. Imaginez que vous prenez rendez-vous avec un expert comptable, premier rendez-vous, vous débarquez et que vous arrivez dans le hall d'accueil, là, vous voyez 2 tréteaux avec une planche, il y a un type en costard-cravate avec une scie dans la main, et il vous voit arriver, il dit « Ah oui, on a rendez-vous, allez dans mon bureau, je viens dans 5 minutes ». Et donc, vous lui dites bah, « Vous faites quoi là ?» Et là, il vous répond bah, « Là, je suis en train de refaire mon bureau d'accueil, là, je vais faire comme ci, comme ça ». Donc, vous lui expliquez qu'il tient sa scie à l'envers quand même. Et donc, vous lui dites la menuiserie, vous connaissez? Ah non, non, mais c'est pas grave, hein, j'ai vu un tuto, donc c'est bon. Je me débrouille, j'ai pas besoin de menuisier. Bon. Donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Il est probable que vous lui disiez bah, écoutez, je vais peut-être m'occuper de votre bureau d'accueil, quoi. Et il est probable qu'il vous réponde ben oui, plutôt que de faire n'importe quoi, vous allez me faire mon bureau d'accueil, puis moi, je vais vous faire votre comptabilité. Parce que c'est à peu près du même niveau. Lui, il tient sa scie à l'envers, mais vous, le stylo, c'est pas sûr que la compta, ce soit votre truc. Donc ça, c'est le discours que tiennent, alors, moins, avec d'autres mots, hein, que tiennent les comptables. Ils vous disent, OK, je coûte 3 000 €, je sais pas combien par an, mais cet argent-là, vous le récupérez parce que pendant que je fais votre comptabilité, vous faites des vrais chantiers là où vous êtes pertinent et compétent, plutôt que de faire une mauvaise comptabilité, et voilà quoi. Donc c'est un argument théoriquement qui est très juste. En pratique, la première année où vous travaillez des chantiers, vous n'en avez quand même pas beaucoup. Et tenir votre comptabilité pour gérer les 4 ou 5 € que vous avez récupérés la semaine dernière, vous y arrivez, vous avez du temps pour ça. Donc la première année, vous avez beaucoup de frais, vous avez peu d'argent qui rentre. Le comptable, il est peut-être cher payé pour le début. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, ben forcément, quand vous passez vos journées dans l'atelier, que vous passez vos soirées devant votre ordi à faire vos devis et vos factures et votre comptabilité, et qu'en plus, vous allez y passer le week-end parce qu'il faut déclarer je ne sais quoi, là, ce sera peut-être le bon moment pour dire ça, je vais le donner, je vais le confier à un expert comptable qui fera ça très bien, et moi, ça m'allège et je vais pouvoir repasser des week-ends en famille. Statut juridique, lequel on choisit? J'avais promis que je donnerais une réponse. Alors, réponse de base, ça dépend, et ça dépend de 10 000 trucs. De votre statut familial, de votre maison, ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez de l'argent, est-ce que vous n'en avez pas, blablabla, tout ça. N'empêche que, déjà, très important, il faut se faire aider. Donc, par qui? Par la Chambre des métiers. Les tableaux prévisionnels, plein de chiffres, vous pouvez les faire vous-même, c'est très bien, mais il faut savoir les analyser. Entre des gros chiffres que vous imaginez, qui ne seront peut-être pas si gros que ça, mais surtout un gros chiffre et un petit chiffre, mais avec un très bon rendement. J'ai investi quelques euros et voilà, ça me rapporte beaucoup. C'est quoi le mieux? Comment on analyse ces chiffres? Ça, vous ne pouvez pas forcément le deviner. Petit exemple, j'ai vu hier ou avant-hier à la télé, il parlait aux infos télévisées. Je vous promets que je ne regardais pas les infos télévisées. C'était ma mère qui regardait et j'ai entendu, il parlait des tomates cerises qui ont... quelqu'un a regardé TF1 il y a 2-3 jours, madame, voilà, le coût des tomates cerises.
5 minutes sur les tomates cerises quand même, il faut le faire. Donc, qui sont très chères en France parce qu'elles sont à 1,32 € le kilo en moyenne, alors que les tomates cerises étrangères, elles sont qu'à 1,05 €. Et donc là, je me suis dit, non seulement ils n'ont vraiment rien à dire aux infos, mais en plus, je me suis dit, je suis avec mon chariot là, j'en ai pour 150 € dans le chariot, et si j'ai 1 kilo de tomates cerises, je vais choisir celle à 1,05 € parce que les autres, elles sont à 1,32 €. Donc je gagne 27 centimes d'euros sur mes 150. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance, quoi, 30 centimes de plus ou de moins. Mais l'autre discours, c'est de dire, il y a des tomates cerises 30% plus chères que les autres. Si j'applique ça à tout mon chariot, au lieu d'être à 150, il est à 225. Bon, qui a raison? Personne. Il y a deux manières de voir les choses. Et dans vos tableaux prévisionnels, est-ce que je choisis une SAS, un machin, un bidule? Il y a des chiffres qui font envie, d'autres qui font moins envie. Il y a plein de choses. Comment on analyse ces chiffres et comment on fait le bon choix, c'est là qu'on a besoin d'aide. Donc l'aide, très important, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA, avec des gens dont c'est le boulot de vous aider d'analyser tous ces chiffres. Et, soit dit en passant, BPI France, qui est un site web incontournable avec tout dedans, tout est à peu près à jour. Toutes les questions que je n'ai pas posées, qui étaient en bas de la liste, en dessous de l'écran, elles sont dedans. Donc ça, c'est les deux ressources les plus importantes à mon sens. À la fin, on choisit quoi comme statut? Je vous ai promis une réponse, je vous la donne. On choisit l'EI. Alors, pourquoi l'EI? Malgré tout ce qu'on a pu vous dire et tous les bons et mauvais conseils qu'on a pu vous donner, parce que je suis le patron, c'est mon argent, la fiscalité est simple, quand j'encaisse des sous, je paye, quand j'encaisse pas de sous, je paye pas, les cotisations sociales, c'est pareil, et c'est facile, et à part les petites arnaques minables, c'est gratuit. C'est pardonnant, c'est-à-dire que si je me trompe, moi par exemple, je suis assujetti à la TVA l'année dernière, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je m'étais planté. Sans le savoir, j'ai arnaqué 40 € à l'État. Y a-t-il un inspecteur des impôts dans la salle? Il y en a un qui rigole, c'est vous? Il a dit non, à mon avis, c'est lui, il se cache, mais bon. Bon, donc voilà, j'ai arnaqué 40 € à l'État. L'État n'est quand même guère plus pauvre et moi guère plus riche, mais j'aurais un expert comptable, je serais en SAR de SAS. Peut-être qu'il faudrait régulariser machin. Bon, bah là, voilà, je fais comme ça, point barre, et on n'en parle plus. Pareil, les factures. Un ticket de caisse n'est pas une facture. Votre expert comptable vous le rappellera bien. Une facture, il faut qu'il y ait un nom, machin, tout ça. Bon, je vais faire le plein d'essence. J'ai un ticket de caisse, c'est pas une facture. Je le mets dans mes comptes et puis voilà. Il y a un côté extrêmement simple dans une entreprise individuelle. Et pardonnant, si on fait une petite erreur, c'est pas grave. Si on passe son temps à faire des erreurs, c'est pas bien. Mais quand même, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus rigide d'aller vers les autres. Deuxièmement, au début, vous allez commencer. Est-ce que vous allez gagner autant que ce que vous avez prévu? Madame dit non. Voilà. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai pourtant pas prévu beaucoup. Mais j'étais encore en dessous. Et puis pas qu'un peu, de beaucoup. Bon, mais c'est pas grave. Donc, le fait d'être en EI, c'est facile, c'est pas cher. Et pour un début, ça va très bien. C'est un peu fait pour. Donc, au bout d'un an, le conseil que je vous donne, que j'ai pratiquement fait moi-même, au bout d'un an, vous reprenez les tableaux prévisionnels, puis vous mettez les vrais chiffres dedans, puis vous voyez ce qui se passe. Est-ce que j'aurais gagné plus ou moins si j'avais été en SARL? Au bout d'un an, à mon avis, la réponse sera non, je suis bien en EI. Puis la deuxième année, la troisième année, pareil. En fait, tous les ans, vous refaites le bilan, puis vous regardez. Quand l'entreprise tourne bien et grossit, eh bien, il est probable qu'à un moment donné, quand même, selon les conditions, la SARL se justifie. À ce moment-là, ce sera le bon moment de retourner à la CMA, de retourner voir un expert comptable, de refaire le point avec lui et puis d'évoluer. Mais en tout cas, passer de gauche à droite, là, de I vers les sociétés, ça a une logique. L'inverse, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas faire une SAS qui coûte un bras, vous rendre compte que ça ne marche pas bien et revenir en arrière. Ça vous coûte un bras à monter, ça vous coûte un bras à démonter aussi. Si vous voulez supprimer une société, il y a aussi un dépôt à faire au greffe, etc., des dossiers qui sont importants. Donc, aller de l'EI vers d'autres choses, c'est logique. Dans l'autre sens, ça n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens.
Donc, très vraisemblablement, votre statut juridique, ce sera une EI. Combien ça gagne un artisan? Alors, je vous le fais rapide. Si ça vous intéresse les détails, vous allez sur mon site web. J'ai fait le décompte. Ça, histoire vraie, je suis allé chez une cliente qui avait une fuite sur un raccord. Et donc, j'ai fait un devis pour une centaine d'euros. Voilà. Finalement, j'y suis allé. Le raccord, j'ai dévissé. Il n'était pas abîmé. J'ai juste nettoyé, changé le joint. Et donc, madame a payé 100 euros. 100 euros, le joint, ça peut paraître un peu abusif. Je ne sais pas si voilà, un joint à 100 euros, c'est quand même voilà, pas rien. Donc, je vais vous faire le décompte vite fait. Sur les 100 euros, déjà, je paye la TVA. Donc, 10%, parce que c'est une maison ancienne, 10%, ça fait 9 euros. Ça ne fait pas 10, parce que c'est 91 plus 10% de 91, ça fait 100. Donc, 100 moins les 9 de TVA, il reste 91. Les cotisations sociales, à peu près 20 euros. On est à 70. Donc, on partait de 100 euros pour 10 minutes de boulot. On se disait, celui-là, il gagne plus que des médecins spécialistes. Mais en fait, on n'est qu'à 70. Et pas pour 10 minutes de boulot, parce que le temps d'aller chez elle, de regarder, de vidanger, etc., de faire le truc, de remettre en eau, de nettoyer le chantier, de remettre le matos dans la camionnette, d'aller dans sa cuisine, de sortir le carnet à souche, de faire la facture, en fait, ça prend 1 heure. Les interventions de 10 minutes, en réalité, elles prennent 1 heure. Donc 70 euros de l'heure, c'est quand même bien payé. Sur les 70 euros, il y avait 20 euros de frais kilométriques. Elle habite à 2 km de chez moi. Donc vous allez me dire, 20 euros les 2 km, c'est bien payé. Sauf que 2 km pour y aller et pour revenir, ça fait 4 pour le devis, et rebelote, pour l'intervention, ça fait 8. Vous allez me dire, ok, 20 euros pour 8 km, c'est encore bien payé. Oui, mais quand même, entre 2 et 8, il y a une sacrée différence, il faut que vous fassiez bien cette différence. Et puis c'est bien payé parce que je n'ai pas eu besoin d'aller à Colmar chercher une pièce. Mais si ça avait été le cas, j'en aurais été de ma poche. C'est un forfait 20 euros. Donc finalement, je constate sur 1 an et demi de fonctionnement que mes forfaits kilométriques, j'ai fait des forfaits en fonction des patelins, je gagne rien, je perds rien. Donc on était à 70 euros de l'heure, moins les 20 euros de frais kilométriques, ça fait 50. Donc 50 euros de l'heure, pour un artisan, c'est pas mal. Il y en a qui en rêvent. 50 euros de l'heure, sur les 50 euros, j'en garde 25 pour ma rémunération et 25 pour l'entreprise, parce qu'il faut payer les assurances. Voilà, quand j'emmène la camionnette chez le garagiste, il faut payer. Il y a beaucoup de frais de fonctionnement. Donc 25 euros, c'est au pifomètre, hein, mais en gros, 25 euros pour l'entreprise, 25 pour moi, ça me fait 25 euros de l'heure. Donc on est parti de 100 euros les 10 minutes de boulot, donc un peu abusif, et on en est à 25 euros de l'heure. 25 euros de l'heure, c'est pas mal, quand même, encore. Voilà. Mais il y a des trucs à pas oublier. 25 euros de l'heure, quand on est salarié, c'est pas mal. Mais quand on est salarié, qu'on est en vacances, on a notre salaire qui tombe. Quand vous êtes artisan, vous êtes en vacances, il n'y a rien qui tombe. Donc, il faut que les 25 euros, ils me nourrissent aussi pendant mes vacances. Et aussi, il n'y a pas que les vacances, pendant que je travaille, mais de manière non rémunérée. Quand j'emmène la camionnette chez le garagiste, il n'y a pas de sous qui rentrent, mais c'est bien du travail. Et donc là, il faut que ça me paye aussi. Et puis, dernière chose qui vous concerne moins, moi, c'était un dépannage. Et donc, des dépannages comme ça à 25 euros de l'heure, je peux en vendre combien dans une journée? Si je fais 8 dépannages dans la journée, qui s'enchaînent 1 heure les unes après les autres, ça me fait 25 euros x 8. Ça me fait 200 euros la journée. Mais en réalité, un dépannage, je ne sais pas combien de temps ça prend. Donc, j'en ai programmé un dans la matinée, et puis je peux en avoir un autre l'après-midi, et puis c'est tout. Donc, du coup, 25 euros de l'heure, mais je ne vends que 2 heures dans la journée, ça ne nourrit pas l'artisan. Donc, c'est ce que j'explique sur mon site avec un peu plus de détails. Ça paraît super cher, et ça l'est. Enfin, franchement, voilà, je suis un peu gêné de demander 100 euros pour avoir tenu mes clés à molette pendant 10 minutes, mais ça ne nourrit pas l'artisan, ce tarif-là. Pour que ça nourrisse l'artisan, il aurait fallu que je demande 400 euros, ce qui est invraisemblable. Donc ma religion me l'interdit, mais voilà, ça explique pourquoi trouver un artisan pour faire un dépannage, soit ça va être hors de prix, soit il dit non. Et un artisan pour faire des petits travaux, et même vous, on vous demande une tablette dans des WC, vous allez hésiter, parce que ça va vous prendre la matinée finalement. Donc vous ne pouvez pas facturer
1 000 € une tablette dans des WC, quoi. Et pourtant, ben, voilà, si vous voulez pouvoir en vivre, ça va être ce type de coût qu'il va falloir appliquer. On va parler des aléas. C'est les gens qui disent « Ah, ben, de toute façon, alors j'accepte votre devis, mais de toute façon, je paye de la main à la main. » Ou « J'ai pas besoin de facture, hein, et je paye en liquide. » Ou bon, il y a plein d'expressions, voilà. Donc on va appeler un chat, ça s'appelle du travail au noir. C'est interdit, mais ça procure quand même 2 avantages considérables. Le premier, c'est que quand vous travaillez au noir, vous ne payez pas d'impôts. Les impôts qui servent à payer notamment les routes que vous avez empruntées pour aller chez vos clients, voilà, qui servent à payer les écoles, les flics, l'armée, tous les services publics d'une manière générale. En ce moment, on parle pas mal de ça parce que le budget de l'État est un peu en difficulté, hein, mais voilà. Le deuxième avantage considérable, c'est que ça vous évite de payer des cotisations sociales qui servent à financer le système de retraite, dont on parle pas mal. On n'est pas trop content des réformes des retraites, mais bon, on n'a pas envie de payer non plus. Et le système de santé. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, enfin bon, c'est pas que ça manque d'argent, c'est que c'est mal géré. Donc là, ben, je réponds, bah, ok, ben, plutôt que de faire une reconversion dans la menuiserie, faites une reconversion comme ministre de la Santé, puis on verra si vous êtes plus malin. Donc, au-delà de ça, voilà, il faut savoir que, bon, alors, je suis un peu moralisateur, le monsieur des impôts, là, fermez les oreilles. Est-ce que j'ai jamais travaillé au noir? Ben, si, ça m'est arrivé. Voilà, chaque fois, on se trouve des bonnes excuses. C'était pas beaucoup, c'était pas cher, c'était pas souvent, c'était pas pour m'enrichir personnellement. Il y en a un qui se bidonne. Bah, je vous raconte. Hein. Une fois, je sors d'un chantier sur le palier, la voisine d'en face qui me dit venez par ici, j'ai un truc cassé dans la salle de bain. Bon, j'y vais, je lui démonte son truc. Je dis essayez de retrouver le même, comme ça, j'ai pas besoin de refaire des trous. La semaine d'après, j'y vais. Venez par là, machin. Donc je lui remonte son truc, ça m'a pris 5 minutes. Et elle me dit je vous dois combien? Bah, alors moi, j'imagine là sortir le carnet à souche, faire une facture de 150 € pour avoir passé 5 minutes à enlever 2 vis et à remettre 2 vis, non. Donc j'ai dit, filez-moi 20 €, puis c'est bon, quoi. Voilà. Alors, donc j'ai travaillé au noir. Si j'avais pas dit ça, alors j'aurais pu aussi dire, non, mais c'est bon, c'est gratuit, quand vous aurez un vrai souci, appelez-moi. Donc là, le monsieur des impôts m'aurait dit, voilà, vous avez fait du travail dissimulé, donc je suis cuit quand même. Et surtout, si j'avais dit, non, mais c'est bon, c'est cadeau, elle m'aurait dit, bon, venez boire le café, et j'aurais perdu une demi-heure. Je lui dis, donnez-moi 20 €. Elle me dit pas plus. Je dis, non, c'est bon. Et puis voilà, et tout le monde est content. Voilà. Donc, si j'avais vraiment bien fait, je me serais fait une facture, j'aurais déclaré. Enfin, faut pas déconner. Au bout d'un moment, voilà. Donc là, vous vous dites, comme moi, oui, c'est pas grave. Mais l'inspecteur des impôts, là, qui a pris note, j'ai vu qu'il avait sorti son stylo rouge. Lui, voilà, c'est interdit, c'est interdit. Et les bonnes excuses, tout le monde en a. Vous avez des gens qui détournent des millions d'euros pour leur campagne électorale et qui disent « Ah oui, mais je ne me suis pas enrichi personnellement ». Bon, ok, mais c'est pas bien non plus. Donc, chaque fois qu'on fait un truc comme ça, on a toujours une bonne excuse. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. En fait, il n'y a pas de bonne excuse. Ça ne veut pas dire qu'il y a un souci, mais enfin qu'il ne faut pas en faire et que je suis meilleur que les autres. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez besoin... Alors, soit vous êtes un gros salaud, genre, mais moi, je veux arnaquer l'État parce que je veux plus de pognon. Voilà. Donc, si c'était ça, vous ne seriez pas là, parce que si vous aimez le pognon à ce point-là, vous ne voulez pas faire une reconversion dans la menuiserie. Ça me paraît clair, je pense que vous l'avez compris. Donc, vous êtes des gens bien. Voilà. L'autre truc, c'est, par contre, si vous devez faire du travail au noir, parce que c'est que comme ça que vous arrivez à vous payer, c'est que vous avez raté un truc. Une fois sur un marché, il y avait un marchand qui me disait « Oh là là, si vous saviez, monsieur, je paye beaucoup trop de cotisations sociales. » Je lui dis « Non, vous ne payez pas de cotisations sociales. C'est vos clients qui payent vos cotisations sociales. » Très important. Donc, si vous devez travailler au noir pour gagner votre vie, vous avez raté un truc. Donc là, il y a des questions à vous poser. Voilà. Et pour info, donc certes, j'ai travaillé au noir, il ne faut pas le dire, mais à chaque fois que je paye ma TVA, sans ironie, je suis fier de payer ma TVA et mes cotisations sociales. Alors la TVA, c'est pas souvent, parce que comme je la récupère à 20% et que je la facture à 10%, souvent ça s'équilibre. Donc j'ai un crédit de TVA, et puis de temps en temps, il faut que j'en paye, et là je me suis dit yes.
Donc je paye ma TVA, c'est une vraie fierté. Ça montre que mon entreprise, elle tourne. Donc voilà. Donc ça, c'était un des premiers trucs qui vous arrivent tout le temps, les gens qui veulent que vous travailliez au noir. Le deuxième, c'est les petits arrangements. Quelqu'un qui vous dit, au fait, la facture, faudrait mettre telle date dessus. Ou bien, un truc qu'on m'a demandé une fois, c'est j'accepte votre devis, mais il faudra me faire la facture dès le début des travaux. Bon, alors pourquoi? Parce que ça permettait à la personne de débloquer son prêt à la banque. Voilà. Ou bien, vous êtes menuisier, on vous appelle pour un parquet flottant suite à un dégât des eaux, et le gars vous dit, le client vous dit, bon, par contre, il faut quand même reconnaître que le parquet, il est abîmé dans l'angle du mur, il y a une plante verte devant ou une armoire, c'est pas très grave, je préfère vivre avec mon dégât, voilà, un peu à peine visible. Par contre, il y a 12 mètres carrés dans cette chambre. La chambre d'à côté, qui fait aussi 12 mètres carrés, elle a bien besoin d'un bon ravalement. Donc, les travaux, vous les ferez dans la chambre d'à côté. Et donc, voilà, vous faites le devis pour une chambre. Finalement, c'est le même devis, même quantité et tout. Donc, tout ça, voilà. Vous faites quoi? Vous faites pas. Difficile à dire, quoi. Hein. Est-ce que ça vous dérange de mettre une autre date sur une facture que la vraie date, sachant que vous avez fait le devis il y a 3 mois, vous auriez pu faire les travaux le mois dernier, vous le faites aujourd'hui, bon, c'est arbitraire, quoi. Ça va pas vous tuer, lui, ça l'arrange. Bon. Donc, il faut savoir que si ça l'arrange, c'est pas pour rien. Ça l'arrange parce que grâce à votre date, eh ben, l'argent qui est en bas de la facture, c'est pas lui qui va le payer. Ça va être son assureur ou un organisme quelconque. Donc, si vous faites une facture à 3 000 €, en fait, vous lui offrez 3 000 € en changeant une date. Et ce faisant, vous faites ce qu'on appelle, soyons clairs, une fausse facture. Et faire des fausses factures, ça relève du droit pénal. Donc, qu'est-ce qui risque, lui, si il vous fait refaire la chambre d'à côté et pas la chambre sinistrée? Admettons, 2 ans plus tard, il a un autre sinistre dans sa maison, même assureur, même expert qui vient et qui voit que le parquet flottant, là, il n'a pas été refait. Donc lui, qu'est-ce qu'il risque? Il risque la déchéance d'assurance, ce qui est très très problématique pour lui, et il risque de devoir rembourser tout ce que l'assurance lui a donné. Vous, qu'est-ce que vous risquez? Si l'assurance vous poursuit, ben, c'est une convocation du tribunal correctionnel à aller à telle audience à telle heure, accompagné de votre avocat, et donc vous qui pensiez faire des queues d'aronde, siffler le rabot et tout, vous avez déjà 50% de votre temps à faire de la comptabilité, des devis, des machins, des trucs. Si en plus il faut vous taper un procès, ça va pas être rigolo. Donc, celui qui vous dit « Ok, je prends votre devis, mais il faudra mettre telle date », bah, la réponse est non. Enfin, pour moi en tout cas, c'est non. Ça s'appelle une fausse facture, je ne fais pas ça. Et si le client vous dit bah, « Si c'est ça, je vais voir ailleurs », et ben oui, allez voir ailleurs, voilà. Essayez d'emmerder quelqu'un d'autre, mais pas moi. Le coût de faire un parquet flottant dans la pièce d'à côté, si sur la facture il y a marqué parquet flottant 12 mètres carrés, il n'y a pas écrit que c'est dans la pièce de droite et pas dans la pièce de gauche. On ne pourra rien vous reprocher. Mais si par contre, il vous a demandé, à la place du parquet flottant, de lui changer son plan de travail de cuisine, en tant que menuisier professionnel, vous ne pouvez pas ignorer la différence entre un plan de travail et un parquet flottant. Si il y a un monsieur qui rigole, il a confondu un jour, voilà. Donc on vous le reprochera et voilà. Donc les petits arrangements, rappelez-vous bien que si ça arrange votre client, en général, c'est pas pour rien, c'est pour le montant de la facture. Les responsabilités. Alors, un client vous demande un escalier avec une rambarde style minimaliste au design épuré. Donc vous lui dites que sa rambarde n'est pas vraiment aux normes, quoi. On peut passer à travers, qu'il y a des règles à respecter, je ne sais plus si c'est 9-11 cm, vous deux vous savez, 11, voilà, 11 cm, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'un gamin puisse passer sa tête et tomber, voilà. Mais lui, il vous dit oui, mais ouais, mais c'est moche. Moi, je veux une rambarde comme ci, comme ça, et vous inquiétez pas, je vous signe une décharge. C'est moi qui veux, vous mettrez bien dans votre facture, blablabla. Donc, vous le faites. Manque de bol, arrive ce qui doit arriver. Un beau jour, un gamin passe à travers, tombe et finit paraplégique. Bon. Donc, quelle est votre responsabilité là-dedans? Moi, j'ai une décharge. Oui, mais vous êtes professionnel. Le monsieur qui savait que le plan de travail n'était pas un parquet flottant savait aussi que ce n'était pas aux normes et que son affaire était dangereuse.
Le client, lui, il peut toujours dire qu'il ne savait pas. Il n'est pas professionnel. Donc, on vous le reprochera très fort. Et ça, ce n'est pas le plus important. Parce que quand même, pensez au gamin qui s'est cassé la gueule. Vous allez peut-être culpabiliser un peu, au-delà de vos responsabilités. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être gardé sur la conscience. Et ça, c'est pas le plus important non plus, que vous dormiez mal la nuit à cause de ça. Moi, ça me fait pas grand-chose. Par contre, le fait qu'un gamin se soit pété la gueule et finisse sa vie en fauteuil roulant, ça, c'est pas bien. C'est ça le plus grave. Et ça, donc, ça n'a pas le droit d'arriver. Donc, vous vous démerdez comme vous voulez, mais vous faites pas un ouvrage dangereux. Enfin, je vous le dis comme si vous étiez mes enfants, mais voilà. Il y a eu un cas récemment une question qui a été posée sur l'aire du bois. C'était quelqu'un à qui on demande de faire une terrasse à 1,40 m de haut, mais sans la rambarde, parce que c'est un autre artisan qui est prévu pour faire la rambarde. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Terrasse à 1,40 m, ça va tuer personne, mais enfin, bon, les responsabilités, qu'est-ce que je fais? C'est douteux. Hein. Et puis le client, c'est pas un arnaqueur, il a raison. Enfin, ça sert à rien de faire une rambarde si on va en faire une après. Donc ce genre de cas où moi on m'a demandé 2 fois de faire un escalier de poser un escalier pour monter dans les combles, vous savez les escaliers amovibles, et à chaque fois j'ai dit moi je mets une rambarde autour, et à chaque fois on m'a dit c'est pas la peine, on y va 2 fois par an pour mettre des cartons, on vit pas là-haut, donc il n'y a pas besoin. Donc, chaque fois j'ai dit oui, mais moi dans mon projet il y a ça, c'est pas négociable. Donc ça coûte pas cher, hein, je mets de la latte à toit non rabotée. C'est rapide, en 1 heure c'est fait, mais en tout cas, si le type il se promène avec ses cartons et qu'il s'approche, et ben à un moment donné, il y a quelque chose qui le gêne. S'il jette dessus, il tombera, mais voilà. Donc ça empêche les gens de tomber. Le coup de la terrasse, si c'était moi, j'essaierais de savoir qui va faire la rambarde et de savoir si c'est dans 3 mois ou si c'est dans 1 semaine. Si c'est dans 3 mois, ben, je mets une rambarde minimaliste au design épuré, mais quand même qui empêche les gens de tomber. Ou sinon, si c'est dans 1 semaine, mais ça peut traîner, ben, je condamnerai l'accès. Donc je mets du rubalise sur la porte-fenêtre qui amène à cette terrasse. Je mets un écriteau, chantier en cours, ne pas y aller, danger. Et puis là, le gars ne pourra pas dire « je ne savais pas que c'était dangereux ». Voilà. Après, il va l'enlever, mais c'est son problème. Avant de partir, moi, je fais des photos et je note sur ma facture « attention, le projet n'est pas fini, ne pas aller sur l'ouvrage, blablabla ». Voilà. Donc, pensez à votre responsabilité et à ce qui peut se passer derrière. Dernière chose, très vite, les vrais amis, ceux qui viennent et qui disent « tiens, toi qui sais tout faire, tu peux me donner un coup de main pour… » Voilà. Donc ça, ce n'est pas des vrais amis, ça, c'est des profiteurs. Les vrais amis, ils ont des scrupules à vous demander, et le premier truc qu'ils vous disent quand ils vous sollicitent, c'est « mais je te paye hein. ». Et c'est vous qui allez leur dire « non, attends, je te rends service, tu ne me payes pas. » Voilà. Donc comment trouver le juste milieu entre je te paye pas, etc. Donc moi, ce que je dis, ce que je vous dis à vous, il faut être clair dès le départ et limpide sur ce que vous avez choisi de faire. Les gens qui me demandent un truc, un service, je leur dis, écoute, je vais voir ton truc. S'il y a 1 heure ou 2 heures de boulot, si c'est pour te rendre service, je le fais volontiers. Si c'est un vrai projet, dans ce cas-là, je le chiffrerai, je te ferai un devis. Puis tu l'acceptes ou tu refuses. Voilà, un voisin qui demande un truc. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle un vrai projet ou un coup de main? Alors déjà, est-ce que c'est de mon métier ou pas? Celui qui me demande de l'aider à monter des agglos, c'est pas mon métier. Bon, donc c'est un coup de main. Celui qui me demande de remplacer son tableau électrique, je fais ça tous les jours. Donc ça, c'est un vrai projet. Donc voilà. Donc par rapport à votre métier, vous voyez la différence, mais il faut être clair. Et après, pour la famille proche, les amis proches, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, eux, ils ne payent pas. Alors, ils me remboursent les frais quand je fais des travaux. Voilà. Ils me remboursent ce que j'ai dépensé. Ce que j'ai dépensé, c'est de la matière première, c'est de l'outillage, c'est des kilomètres. Et après, les gens sont gênés parce que forcément, vous avez votre sœur, votre frère, quelqu'un qui vous demande un truc. Bon, il a envie de vous remercier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste, comme les listes de mariage sur Internet. J'ai mis plein d'outils dessus, avec tous les prix, de 20 € à 400. Et je dis, voilà, si tu veux me faire plaisir, tu vas sur cette liste, tu prends un truc, un seul, et tu m'offres un bel outil. Voilà. Il faut préciser qu'ils n'en prennent qu'un, pour pas que quelqu'un qui a un budget de 200 € rafle tous les trucs pas chers et qu'il n'en reste plus pour ceux qui veulent offrir un truc à 20 €. Donc un objet. Et c'est comme ça que j'ai eu une magnifique râpe de l'ami Michel,
mes ciseaux à bois de Léo, je ne sais pas s'il est là cette année. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon magnifique tuyau d'aspirateur Festool. Parce que ces trucs-là, ça coûte 200 €. Jamais je payerais 200 € pour un tuyau d'aspirateur. Il ne faut quand même pas déconner. Mais on me l'a offert récemment. Donc maintenant, c'est quand même une Rolls-Royce, il faut le dire. Ceux qui ne l'ont pas, voilà, ça vous change la vie. Les trucs lisses, là. Donc voilà. Donc le fait, ça, c'est ma méthode. Je vous donne la mienne. Mais le fait de faire ça, ça permet aux gens de ne pas être gênés. Et puis après, voilà, selon ce qu'ils veulent, ils vous offrent un truc. Et ça permet d'avoir des outils que vous n'oseriez pas vous offrir vous-même. Voilà un petit peu les aléas que vous rencontrerez forcément, et d'autres. Pour conclure, les 3 nerfs de la guerre, selon moi, l'argent, le conjoint, les 3 trucs les plus importants, le travail. L'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous reconvertir. Et l'argent, il faut que votre reconversion en génère. Le conjoint, si vous êtes en couple ou la famille, il faut qu'il soit en support et que vous ne passiez pas votre temps à essayer de lui prouver que vous avez raison et que vous avez bien fait. Et le travail, attention, si le travail devient pénible alors que le loisir c'était super, ce serait dommage de se rendre compte de ça 6 mois ou 1 an après. Finalement, moi, quand j'ai fait ma semaine de boulot là, à 30 ans, là, je me suis dit, ouais, j'ai bien bossé, c'est un travail comme les autres, quoi. Donc certes, j'étais dans mon atelier et pas dans ma centrale, mais quand même, je suis ressorti de là en me disant, c'est bien, mais je ne ferai pas ça tous les jours, quoi. Donc là, un peu plus de 20 ans plus tard, je suis très content de ne pas m'être reconverti à 30 ans. Je me suis reconverti là, c'était le bon moment pour ce que je veux faire. Et je ne me suis pas reconverti menuisier. Et je me dis, avec le recul, j'ai très bien fait. Voilà. Donc, heureusement, je ne vous dis pas ça pour vous dissuader, mais en tout cas, soyez très clairs sur le travail. Il faut que ce travail, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il vous plaise encore. Voilà tout ce que j'avais à dire, pardon. Un tout petit peu de pub pour l'air du bois. Donc, l'air du bois, ceux qui ne connaissaient pas, allez-y, vous tapez sur votre meilleur moteur de recherche, l'air du bois, vous allez tomber dessus. Il y a des types super, des types et des filles super. Et c'est un site vraiment génial. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, comme on a été passé, vous me les poserez là-bas en bas, puisqu'une autre personne va venir pour une autre conférence. Et puis, je vous souhaite les plus belles reconversions du monde. Merci, merci. Merci Arnaud. Tu peux même aller offrir des cafés sur mon stand si tu le souhaites. Ah, merci. Voilà, avec des petits biscuits et tout. Je vais ranger mes bifetons avant qu'on me les pique.